Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse des épisodes 11 et 12 de la saison 9 de The Walking Dead. Et pour les fans de super-héros, cette semaine c'est la sortie de Captain Marvel bien sûr, c'est mercredi 6 mars. Et justement ce mercredi 6 mars à 20h30, je vous donne rendez-vous au Pâté La Villette pour une séance geek. Et il s'agit bien sûr de regarder le film en même temps que vous, de vous proposer mon analyse en direct dans la salle pour échanger ensuite avec vous lors d'une session de questions-réponses. Et pour réserver votre place, c'est simple, il y a un lien en description de la vidéo. Alors oui, c'est vrai, la semaine dernière, j'avais un petit peu fait faux bond au rendez-vous The Walking Dead, puisque je vous ai proposé mon analyse de la saison 3 de True Detective, une saison que j'ai trouvée très intéressante, même si pas grand monde finalement n'a regardé cette vidéo, c'est le jeu sur YouTube, c'est le jeu Ma Pauvre Lucette, mais quoi qu'il en soit, je repars donc aujourd'hui avec l'analyse de 2 épisodes. En rattrapant l'épisode 11, j'ai eu une bonne surprise en passant un moment bien agréable et en renouant à la fois avec le sourire et l'angoisse, 2 émotions trop souvent absentes de la série, même s'il est indiscutable qu'Angela Kang a nettement redressé la barre depuis ce début de saison 9. Et on peut dire que cet épisode 11 a bien insisté sur les enjeux de cette fameuse foire commerciale, Fair en VO, qui doit permettre de renouer les liens un peu distendus entre les communautés, un projet qui est prévu de longue date mais qui a eu des hauts et des bas. Clairement, il s'agit de relancer avec cette foire un idéal qui était particulièrement cher à Rick, celui d'une union des communautés. Un idéal que Michonne a depuis abandonné apparemment, et dont le plus fervent porteur est dorénavant Ezekiel, qui est devenu le dépositaire de la charte sur laquelle Michonne avait pourtant beaucoup travaillé. On découvre que la charte était prévue pour être ratifiée par Alexandria, le royaume, Oceanside, la colline et le sanctuaire, sachant que cela ne révèle rien de définitif sur le statut d'Oceanside, puisqu'on sait qu'entre-temps, par exemple, le sanctuaire a totalement dépéri. Quoi qu'il en soit, la foire qui doit relancer le processus de rapprochement des communautés tient tellement à cœur à Ezekiel qu'il est prêt à mener une action commando à la vitesse du Cobra pour récupérer une lampe de projecteur de cinéma. Et on reconnaît bien là ce sens du symbole qui caractérise tellement le roi Ezekiel, mais aussi sa volonté de réinstaurer toute la richesse culturelle qui va avec le renouveau d'une véritable civilisation. J'ai trouvé que les scènes du cinéma étaient vibrantes d'une énergie positive et permettent aussi quelques passages de gore burlesque et grand guignol même avec les marcheurs qui se mutilent en passant dans une machine à popcorn. Sans doute une façon de rappeler les origines hautement cinématographiques du genre zombie, ou éventuellement une petite satire plutôt anodine de l'état d'esprit moyen des spectateurs qui découvrent les films d'action actuels, allez savoir. Dans le flashback, autant que dans la récupération de la lampe, Jerry est plus mis en avant que d'habitude, notamment avec ses enfants, et son attitude qui fait toujours sourire. Espérons du coup qu'il ne nous prépare pas en coulisses un destin aussi funeste que tragique pour Jerry, sachant la fâcheuse tendance qu'a la série à mettre en lumière un personnage juste avant de le tuer généralement. Une question qui se pose d'autant plus quand le groupe repart satisfait, sans que personne ne pose de questions sur le symbole pourtant rouge et bien visible. Il faut reconnaître que les graffitis chelous, ce n'est pas ce qui manque dans le monde de The Walking Dead. En tant que spectateur, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais on a tendance à supposer que cela aurait un rapport avec le territoire des chuchoteurs, sachant qu'il serait quand même assez étonnant d'introduire un nouveau groupe de méchants maintenant. En parallèle, le reste de cet épisode 11 était consacré aux négociations avec Alpha, pour qu'elle récupère Lydia évidemment, et la découverte, pour nous comme pour les héros, d'un groupe qui se définit comme des animaux en rejetant certaines valeurs qu'on dit parfois spécifiques à l'humanité. Un état d'esprit qui consiste à faire passer la survie du groupe avant tout le reste, quitte à sacrifier les bébés incapables de se taire. Quand un film ou une série parvient à montrer plutôt qu'à expliquer par le dialogue, c'est toujours bon signe. Or, l'emprise d'Alpha sur les chuchoteurs ne pouvait pas être montrée de manière plus glaçante et convaincante que dans ce regard qui suffit à faire abandonner son nouveau-né à une mère. Le décalage des réactions vient souligner le gouffre qui existe entre les gens de la colline et les chuchoteurs, alors que Luke prend le risque d'envoyer des signes à Connie pour qu'elle récupère le bébé. C'était sans nul doute possible pour moi l'une des meilleures séquences de la série depuis longtemps, avec la récupération héroïque du bébé, puis la fuite dans ce qui ressemble à un champ de maïs. Entre les bruits totalement étouffés et la visibilité quasi nulle, on se retrouve véritablement à la place de Connie avec le bébé dans les bras, avec un sentiment d'urgence et d'oppression qui m'ont vraiment impressionné. Après Luke et de façon inattendue pour moi, Connie devient du coup le deuxième personnage le plus attachant du nouveau groupe, d'autant plus avec l'épisode 12 et son équipé avec Daryl. Quant au reste de cet épisode 11, rien de très marquant, en tout cas de mon point de vue, puisque tout ce qui tourne autour du dilemme moral sur le fait de rendre Lydia ou pas n'avait finalement rien de très surprenant.
Henry doit s'incliner face à la décision de la principale intéressée, qui fait preuve quand même un peu de courage. Elle récupère la pièce marquée du H pour Hilltop, la colline en VO, sachant qu'on reverra l'objet dans l'épisode 12. Évidemment, en partant sur les traces de son nouveau crush, Henry prend une décision d'ado idéaliste et amoureux, rien d'étonnant là encore. Et puis c'est vrai quoi, tout le monde compte sur ce pauvre petit Henry pour faire de la merde, et on peut dire que de ce point de vue, il ne déçoit pas, et puis bon, c'est pas sa faute, hein, il a été écrit comme ça, le pauvre. Et au passage, on nous remet encore un petit coup de teasing sur ce qui est arrivé à Daryl et Michonne, et qui est à l'origine a priori de leur cicatrice. À force, ça va devenir un running gag. Et ouais, le problème c'est que les saisons de The Walking Dead sont tellement longues que les scénaristes se croient plus ou moins obligés de nous rappeler les révélations à venir, une fois tous les épisodes ou tous les 2 épisodes à peu près, hein, ils pensent qu'on va oublier. Je n'en avais pas encore parlé, mais pendant que j'y pense, on remarque qu'une aile a été retirée du gilet de cuir de Daryl, de toute évidence en mémoire de la disparition de Rick qu'il considérait comme son frère. C'est beau. Passons maintenant à l'épisode 12 qui m'a moins convaincu dans l'ensemble que le 11e. Enfin disons qu'il y a quelques moments intéressants, des moments assez corrects et d'autres complètement dégueulasses. Et quand j'utilise le mot dégueulasse, je ne parle pas du gore, hein, bien évidemment, je préfère voir une dizaine de têtes coupées au garrot qu'une seule scène consacrée aux amours contrariés de Gabriel et du reste de la compagnie des débilos. L'épisode s'ouvre sur l'interrogatoire que mène Alpha sur sa fille, et tout laisse penser que c'est l'espoir d'informations utiles qui a poussé Alpha à effectuer l'échange et à briser les règles qu'elle avait elle-même édictées sur l'abandon des faibles. Évidemment, dans une scène située plus tard, Alpha évoque avec Beta ce qu'on fait pour l'amour des siens, mais la description qu'elle fait de son comportement, alors qu'elle avait trouvé sa fille en train de s'étouffer, ne fait que confirmer que c'est une sacrée déglingos, le genre de profil que Trump pourrait parfaitement nommer comme secrétaire à l'éducation, par exemple. Et puisque j'en suis à parler de leader foireux, on peut constater que l'épisode tente à dresser une sorte de parallèle, un peu discutable éventuellement, entre les rôles de meneuse qu'ont Alpha et Michonne. Michonne obtient donc des explications sur ses recherches radio de survivants qui étaient menées en cachette, en tout cas sans qu'elle le sache, ce qui aboutit à une opposition avec Gabriel qui souligne qu'elle est devenue en pratique la décisionnaire unilatérale et que le conseil d'Alexandria est de fait dépossédé de son pouvoir. Seul Aaron se range du côté de Michonne, qui semble suivre une ligne très stricte d'isolationnisme depuis ces fameux événements dont on ne sait toujours rien. La conversation entre Michonne et Negan vient prolonger le sujet quand ce dernier se propose pour aider la responsable de la sécurité à faire filer droit les contestataires. Entre ça et les compliments de l'ancien chef des Sauveurs sur l'illusion de démocratie que Michonne a instaurée, on suppose qu'un questionnement commence déjà chez elle, mais c'est évidemment la remarque de Judith qui va véritablement enfoncer le clou. D'après Michonne, les gens ne changent pas et surtout pas Negan, par contre, elle a changé, et oui, et la vérité sort de la bouche des enfants. Rappelez-vous, Judith s'était déjà imposée comme la boussole morale de Negan, elle devient maintenant celle de Michonne et les effets se font ressentir avec les scènes finales de préparation du convoi d'Alexandria pour la foire. Une autre aime contourner ses propres règles, c'est Alpha, et un couple de crétins vient le lui dire sans même avoir ensuite le cran de se battre. Et on passera sur le fait que découper une tête de cette façon, pour une femme de son gabarit, je ne pense pas que ce soit possible, mais bon, c'est pas grave, c'est de la fiction. Si c'était pour finir comme ça, les gars, franchement, autant tenter votre chance, mais là encore, il faut y voir la preuve de l'ascendant psychologique énorme qu'a Alpha sur sa communauté. Son autorité repose essentiellement sur sa capacité à survivre, mais aussi et surtout sur une cruauté amorale et sans limite. C'est plutôt intéressant de découvrir les chuchoteurs dans leur milieu naturel, on se serait presque cru dans un documentaire animalier, mais avec beaucoup de blabla quand même pour des chuchoteurs. Puisqu'il faudrait bien y passer, allons-y maintenant et parlons de toute cette merdasse autour des histoires de Rosita, Gabriel, Siddiq et Eugène, ou Eugene si vous voulez. La violence du truc, mais quel remplissage dégueulasse pour justifier la présence des personnages et peut-être même des acteurs. Franchement, si c'est pour faire ça, les scénaristes, autant passer tout de suite au grand nettoyage de printemps des personnages, parce que là... Le seul intérêt qu'on pouvait y voir à la limite consiste à mettre en exergue le décalage entre les préoccupations d'Alexandria qui renouent avec le confort de la civilisation et le dénuement crasseux et flippant des chuchoteurs. Mais une chose est sûre, avec la confrontation qui s'annonce, on n'est pas dupe, ça va finir par se friter la tronche, eh bien le retour à la réalité va vraiment piquer pour tous ceux qui vivent dans cette illusion de sécurité depuis maintenant plusieurs années. Concernant Lydia, on la voit récupérer la corde du yo-yo pour se faire un pendentif avec la pièce de la colline. Rien de plus discret avec une mère sociopathe et parano dans les parages, excellente idée Lydia. Et en parlant de crétinerie justement, Henry se fait choper. Mais GG prévisibilité les gars, bravo. Mais bon, heureusement c'est une façon d'introduire le très intimidant Beta, loin d'être aussi bête que ça. Et tiens, puisque je parle d'interprétation, un petit mot sur celle d'Alpha. Alors de manière générale, elle s'en sort très bien, cette actrice, au niveau de la voix, de l'idée générale, mais il y a un petit tic déjà qui commence un petit peu à m'agacer, c'est à chaque fois qu'elle veut être menaçante en chuchotant
en parlant à quelqu'un de son entourage, elle va s'avancer en se baissant comme ça, il la regardait comme ça, et je sais, je pinaille, hein, mais il fallait que ça sorte. Le trio Connie, Daryl et Dog s'avère plus amusant et bien plus sympa que je ne l'aurais imaginé. Il faut avouer que pour un gars qui n'aime pas parler comme Daryl, Connie est plutôt idéal. Mais du coup, je ne serais pas étonné si un petit peu plus tard, Daryl allait demander à Luke, par exemple, de lui enseigner le langage des signes. Et au passage, Dog qui ramène presque le carreau en le cassant au tout dernier moment, c'était franchement bien vu en mode badass mais presque. Le final avec les Roméo et Juliette du petit QI sauvés in extremis n'était pas forcément surprenant, mais bon, on sait que la poursuite qui va suivre devrait être sportive. Et puis après tout, quand on réfléchit un petit peu, c'est grâce à l'obstination d'Henry de ne jamais partir sans Lydia que dans les prochains épisodes on aura sans doute des tas de morts, donc merci à toi Henry pour tous ces moments terribles qui vont arriver dans la série grâce à toi. Admettons, on ne sait jamais, que cette vidéo vous ait plu et que vous ne soyez pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous conseille de le faire, puisque sinon au détour d'une cueillette de champignons, ou même si vous êtes en train de faire caca derrière un fourré, il se pourrait que je vienne vous garrotter la tronche. Et pour ce qui est de ce t-shirt, vous trouverez un lien, s'il est encore disponible, je n'ai pas vérifié, dans la description de la vidéo. Et puis merci à toutes celles et tous ceux parmi vous qui me soutiennent sur Utip ou encore sur Tipeee en regardant une petite publicité qu'on peut choisir généralement. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec notamment, je ne sais pas quand exactement, mais évidemment une critique de Captain Marvel, mais aussi une autre de Umbrella Academy. A très vite, salut.